À la troisième partie, Romain, pardon, on vous entendait plus depuis le début de l'émission, mais je suis très attentif. On va parler un peu de Roger, de Federer, donc l'inépuisable qui a gagné son 101e titre à Miami. Quelle semaine ça a été pour lui encore? Oui, il a confirmé sa finale. Enfin, il avait été finaliste à Indiana Wells, le Masters 1000 précédent, en perdant contre Thiem sur le fil. Et c'est vrai qu'il était à Miami, il est resté sur une défaite au premier tour l'année dernière et il était parti. Il se posait quand même quelques questions. Il a eu un premier tour difficile, une mise en route difficile, et puis après ça a déroulé avec, il faut le reconnaître aussi, un tableau relativement clément. Mais bon, il faut battre Shapovalov comme il l'a fait en demi-finale. Il faut battre Isner, même si Isner s'est un peu blessé, s'est même blessé à la fin du premier set. Donc il y a eu des circonstances quand même favorables. Il n'a pas rencontré Djokovic. Djokovic en ce moment est un petit peu en dedans. Il n'a pas rencontré non plus Nadal, même s'il reste sur 5 victoires contre Nadal consécutives. Mais ce qui fait quand même très fort. Il a 37 ans. Il a 37 ans. 38. Alors, on dira un mot sur Shapovalov et puis sur toute cette jeune génération qui pousse et dont vous avez parlé il y a quelques jours dans les pages du Figaro. On le rappelait, effectivement, John Isner qui s'est blessé. Il n'a pas dû abandonner, mais il était en tout cas diminué pendant cette finale. Mais Roger Federer, en vieil habitué des circuits, a dit que ça ne l'avait pas tant gêné que ça grâce à son expérience. Écoutez. Yeah, no, I mean it's difficult, but at the same time I've been there so many times where opponents, been playing hurt, sick, or not feeling well. Same for me, and when you're a junior, that can throw you off. In the beginning of the career, you're not sure, are they just playing with you because you're young and they're just testing you? But with Johnny, I mean, I knew it was going to be something, that's not right. I mean, the way he was moving was not well, but at the same time, I got to keep making him work hard. I got to keep doing my things. I know the crowd is a bit of a letdown, so I can't let that affect my game, and I did well at the end. So I'm just really pleased, and I hope, of course, for John, I hope it's nothing serious. Dites-nous dans les commentaires jusqu'à quel âge vous souhaitez que Roger Federer remporte encore des titres. En tout cas, on est habitué à parler de records pour Roger Federer en termes de grands chelems emportés, en termes de tournois, 101e bien sûr, mais en termes de longévité, on n'en parlait pas encore énormément, mais il a quand même 37 ans et il y a encore des records à battre sur ce registre-là. Il a déjà battu un record l'année dernière en devenant le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire, à 36 ans. C'était exactement, il avait 36 ans et 10 mois. C'est important, effectivement. Donc c'était quand même pas rien. Ouais. Et il peut encore battre des records. Il y a le record du plus vieux vainqueur de Grand Chelem, qui appartient à Ken Rosewall, qui avait 37 ans et 2 mois quand il gagne l'Open d'Australie en 1977. Donc là, Roger Federer va bientôt sur ses 38 ans. Donc pour Wimbledon, ça sera encore un peu juste. Ouais, il va falloir attendre encore un petit peu. Ouais. Voilà, mais il peut, s'il gagne l'année prochaine, il aura encore un nouveau record pour lui. Il y a le record des titres, ça c'est pas de la longévité, mais le record de Jimmy Connors qui peut aussi, 109, qui peut aussi battre. Alors ça c'est le nombre de tournois emportés. Emportés sur le circuit. Il faut encore en emporter 9 pour égaler, 9 pour battre. Là pour le coup c'est peut-être plus compliqué parce que sur un grand chelem c'est sur une fois, autant là 8 tournois remportés. Alors la question lui est souvent posée, est-ce que pour battre ce record, est-ce qu'il voudrait s'aligner dans des tournois mineurs parce qu'il y a 3 catégories de tournois, il y a 250, 500 et 1000 et puis les grands chelems. Donc c'est vrai que s'il faisait 3 ou 4 tournois dans l'année 250, il aurait quand même des fortes chances de les gagner. Donc s'il joue encore 2-3 ans, il peut s'il remporte 4 tournois dans l'année. Justement, on en parlait avant cette émission. Est-ce qu'il a déjà annoncé la date de fin de sa carrière? Est-ce qu'il a déjà donné des indices? C'est un peu flou. Il est engagé à Bâle, parce qu'il est bâlois, c'est son tournoi jusqu'en 2020. Il a parlé des JO, mais dernièrement, il a pas confirmé, mais même s'il a dit que c'était un objectif, mais c'est pas très clair. Mais a priori, il sera là au moins sauf s'il y a grave blessure, il sera là jusqu'à 2020, fin 2020. Et David vous demandait malicieusement s'il faudrait mieux arrêter avant ou arrêter au moment où on se rend compte qu'il va perdre 5 fois au premier tour. Je pense qu'il est suffisamment lucide s'il se rend compte qu'il ne peut plus gagner, parce qu'il est là pour gagner. Il arrêtera. Déjà en grand chelem, il reste sur 3 échecs pour lui, à son échelle. Parce qu'il a perdu en quart de finale à Wimbledon, il perd contre Tsitsipas en 8e de finale à l'Open d'Australie, il perd en 8e de finale de l'US Open contre Millman, qui n'est pas un joueur très, très réputé. Donc c'est vrai qu'en grand chelem, ça coinçait un peu dans un format de 5-7, mais il prouve que quand il a toutes les circonstances sont réunies, il peut encore gagner.
Oui, il va venir à Roland-Garros. Ça, c'est un signe, c'est-à-dire que c'est ce adieux à Roland-Garros, c'est ce qui a été dit à l'époque, c'est du genre, c'est la dernière fois, il revient à Roland-Garros parce que ce sera sa dernière. C'est ce qui a été sous-entendu, mais lui, il dit que non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec cela. En fait, c'était un choix stratégique. En 2016, il était blessé, donc il ne pouvait pas être là, parce qu'il n'avait pas rejoué depuis 2015. En 2017, il a fait l'impasse. C'était un choix stratégique qui s'est révélé payant, puisqu'il a gagné Wimbledon dans la foulée. L'année dernière, il a fait le même choix, mais ça a été moins stratégique, enfin, ça a moins payé, puisqu'à Wimbledon, il a perdu en quart de finale. Donc il a dit que voilà, la stratégie était différente, qu'il s'est aperçu des limites de stopper la saison pendant 3 mois, de ne plus faire de compétition pendant 3 mois. Ce n'était pas très bon non plus parce qu'il perdait le rythme. Donc en tout cas, il est en train de réajuster. Voilà, il a réajusté son calendrier qui pourra lui pour jouer donc Madrid, qui sera un tournoi préparatoire, donc le Masters 1000, et puis Roland-Garros. Sans espoir de victoire. Non. Seulement un tournoi de préparation. Il fait qu'un tournoi de préparation. Au départ, il y avait la rumeur qu'il pourrait faire Madrid et Rome, mais l'enchaînement était peut-être un peu trop brutal. C'est pas sur terre battue. Madrid. Mais c'est pas, non, Bâle, non, Bâle, c'est sur terre couverte, c'est en fin de saison. En tout cas, après cette victoire à Miami, il repasse 4e à l'ATP. Il est aussi premier à la race, pour l'instant, c'est important de le rappeler. Il y a en tout cas beaucoup d'incertitudes en ce moment sur les tournois ATP, et c'est plutôt bien en tout cas. Alors avant ce tournoi de Miami, sur les 19 tournois du début de l'année, il y a eu 19 vainqueurs différents. Donc voilà, ça prouve à la fois qu'il y a du renouveau, qu'il y a une jeune génération qui pousse, transition exceptionnelle. On va passer maintenant. Aussi, chez les femmes aussi, total depuis 3 ans, 3-4. Depuis que Serena a été enceinte. Les bookmakers en tout cas sont ravis. Et la relève semble être assurée. En tout cas, elle viendra bien à un moment ou à un autre parce qu'il y aura des retraites d'un côté. Mais voilà, il y a plusieurs joueurs dont on voulait vous parler. Ce sont des visages que vous avez peut-être déjà vus une fois ou deux sur les terrains. Mais le premier, voilà, ça illustrait votre papier d'ailleurs parce que c'est celui dont on parle le plus, Tsitsipas, ce grec de 20 ans qui est déjà dans le top 10 et qui est très solide pour le coup, même face à des très bons joueurs. Il est très solide, il est charismatique, il a un jeu très élégant, il est offensif. C'est une nouvelle génération de joueurs assez offensifs. C'est vrai que la génération précédente, elle est exceptionnelle, avec Djokovic, qui est un joueur exceptionnel, mais c'est plus un joueur on va dire, contreur, pour schématiser. Parce que Murray n'était pas non plus un joueur très spectaculaire, c'était plus un contreur. Donc là, il y a une génération de joueurs qui arrivent, qui sont là pour attaquer, même si ce n'est pas forcément des serveurs volleyeurs, puisque le jeu a évolué, mais ce sont des joueurs qui sont là pour marquer le point en premier. Et un mot aussi sur Shapovalov, donc l'adversaire est tout à fait le profil de Federer en demi. Oui. Alors lui, il est 23e à l'ATP d'après. Il vient d'accrocher la 20e. Et puis donc voilà, c'est un Canadien comme son nom ne l'indique pas et un très bon gaucher. D'origine russe. Voilà, d'origine russe. Et pareil, voilà, il a son avenir. C'est un très beau revers à une main. Alors lui, il est gaucher. Pareil, alors peut-être un peu moins structuré dans le jeu que Tsitsipas, c'est-à-dire qu'il est très spectaculaire, mais il manque encore un peu de régularité. Mais oui, il peut faire des coups, il peut gagner un grand chelem dans les 5 Et pour être précis, c'est un Canadien né à Tel Aviv dont les parents sont russes. Voilà pour ce beau mélange. Un mot aussi sur Frances Tiafoe. L'Américain, alors lui, voilà, vous le voyez ici à l'écran, il a 21 ans et 1m88 et pareil, on peut considérer qu'il fait partie des futurs grands. Peut-être un peu en dessous quand même. Peut-être un peu en dessous, on les donne dans l'ordre… Alors, dans l'ordre, c'est plutôt Tsitsipas, Shapovalov. Voilà, exactement. Il y a Zverev qui est quand même installé depuis 3 ans. Mais qu'est-ce qui marche plus aux États-Unis? Pourquoi on a plus de joueurs américains? Il se trouve que j'ai eu McEnroe récemment lui, sa théorie, c'est que les jeunes, le tennis n'attire plus vraiment et que les jeunes préfèrent, les jeunes athlètes d'1m90 à 1m95, comme sont la plupart des joueurs du top 10 maintenant, préfèrent aller faire du foot américain ou du basket et que le tennis a perdu un peu de sa popularité parce que c'est aussi cher, l'accès quand même, ça reste un sport quand même relativement cher et qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement, il n'y a pas de star qui peut amener des vocations. Ouais, voilà. Et donc du coup, ils ont un problème de relève, même s'ils ont plein de joueurs qui arrivent quand même. Ils ont plein de joueurs chez les juniors, mais ils n'auront peut-être pas le grand champion. Côté de la frontière au Canada, il y a pas mal de joueurs aussi qui poussent. Bon, il y a Raonic qui est évidemment installé. Comment? Joli encore. Très joli, non? Allez, un dernier mot quand même donc sur Félix Auger-Aliassime, ce Canadien de 18 ans. Alors là, pour le
le coup très précoce. 1m80, alors vous disiez ces jeunes qui ont 1m90 et qui ne veulent pas faire de tennis. Bon, alors il fait 1m91, il a eu envie de faire du tennis et c'était plutôt une bonne décision. Et c'est le premier joueur né dans les années 2000 à avoir un classement ATP. Donc voilà, même les millennials, maintenant on peut les voir sur les cours. Mais Shapovalov, il y a 2 ans à Toronto, avait atteint les demi-finales. Il avait 18 ans aussi, donc voilà, c'est vraiment une génération qui arrive et qui commence à faire des coups. Et même si pour les grands chelems, on va laisser encore, je pense que Djokovic, oui, c'est Nadal, pas encore l'horreur pour les Federer. Et Joe Wilfried Tsonga, bien sûr. Bien sûr. On n'est pas peur, un Français qui va en gagner. Non, ça change pas grand-chose. Mais même si, voilà, mon fils. Dans les jeunes, on a Hugo Humbert qui peut être dans le top 30, peut-être mieux, mais on ne le voit pas, il n'est pas au niveau de ces jeunes-là, parce qu'il n'a pas eu la même formation chez les juniors, parce que c'est des jeunes qui gagnent depuis tout petit. Quoi. Et puis ce qu'on se disait avant l'émission aussi, c'est que celui finalement qui a peut-être le plus de chances d'aller loin dans un grand chelem, notamment à Roland, ce serait un Monfils en forme. Encore à 32 ans, voilà, on mise sur Monfils en se disant, bon, s'il n'est pas trop blessé, il pourrait refaire une demi. C'est le Français qui... parce que bon, Lucas Pouille, on l'a enterré, il a quand même fait une demi-finale à Australie. On peut se faire surprendre. Mais bon, là on partirait plus sur Monfils pour ce Roland Garros là, s'il n'est pas blessé, avec lui il y a beaucoup de si quoi.